Âgée de 42 ans, pourtant de santé fragile, elle était souvent sujette à des évanouissements. Un garçon répondit-elle doucement. Quel était votre poste? Je suis surintendante de la maison de la reine. Ils s'enquirent des prétendus complots contre le pays, en se concentrant sur l'insurrection du 10 août. Avez-vous des informations sur les projets de la cour le 10 août? Insistèrent-ils. Sa réponse fut directe, honnête et incriminante. Je ne sais pas s'il y a eu des complots le 10 août, mais je peux confirmer que je n'en ai pas connaissance. Le tribunal ne recherchait pas la vérité, mais une trahison publique, une dénonciation de la monarchie pour justifier ses intentions violentes. La question ultime, mortelle, lui fut posée, prêter serment de liberté et d'égalité et jurer haine envers le roi et la reine. Ce fut le moment décisif. Sa vie entière dépendait de sa prochaine déclaration. Le serment initial, liberté et égalité, pouvait être tolérable. Elle avait effectivement fait partie d'une loge maçonnique féminine prônant les valeurs des Lumières. En revanche, le second, celui de détester le roi et surtout la reine, était inimaginable. Jurer de l'animosité envers le monarque, en particulier envers la femme à qui elle avait consacré sa vie, l'ami qui l'avait ramené de la sécurité d'Angleterre, était une trahison que son âme ne pouvait tolérer. Sa voix, bien que tremblante, était ferme. « Je suis prête à jurer sur le premier, mais je ne peux pas sur le second, je n'y tiens pas. » Un frisson parcourut la salle tandis que les juges la pressaient, leur voix s'intensifiant d'impatience. « Prêtez serment, ou vous êtes comme morte. » Son défi fut sa déclaration ultime. « Je n'ai pas de réponse, dit-elle, que ma mort survienne tôt ou tard m'importe peu, j'ai sacrifié ma vie. » Il s'ensuivit une brève pause tendue avant qu'il ne délibère. Un membre du tribunal, probablement ému de compassion pour la femme pâle et digne, se serait penché et aurait murmuré « Jurez-le, ou vous êtes condamné si vous êtes condamné. » Elle resta silencieuse. La décision était prise. Le verdict fut prononcé, dissimulé derrière un euphémisme glaçant utilisé par les tribunaux pour prononcer une condamnation à mort sans prononcer le terme directement. Le président déclara « Madame Imanez, emmenez madame ». Certains témoignages évoquent une formulation encore plus cruelle. « Laissez madame libre ?» Ce fut le code de son exécution. Un véritable acquittement fut annoncé au cri triomphal de « Vive la nation ». Deux gardes la saisirent par les bras et la conduisirent même vers une porte. L'espace d'un instant, elle escompta être libérée. Cependant, la porte ne donnait pas sur la rue, mais sur la cour de la prison, lieu synonyme de supplice. En franchissant le seuil, la princesse de Lamballe fut témoin d'une scène de destruction indescriptible. La cour se transforma en boucherie. Des monceaux de cadavres nus et mutilés recouvraient les pavés, humides et noircis par le sang. L'air résonnait des cris inhumains et terrifiants d'une foule meurtrière, les mains et les visages maculés de sang, leurs armes, pics, sabres et massues improvisées, dégoulinant de rouge. On raconte qu'elle s'exclama « Oh l'abomination! Oh l'horreur !» Face à la dure réalité de son destin imminent, elle s'écria « Je suis perdue !» Elle fit quelques pas et succomba au choc ou fut terrassée par une chute. Ce fut le déclencheur immédiat de l'attaque. L'assaut ne fut ni rapide ni net, mais plutôt chaotique et grouillant. Le premier coup rapporté fut porté par un homme armé d'une pique qui la toucha à l'arrière de la tête. Un autre le suivit, lui lançant une lourde bûche. Elle s'effondra et la foule se précipita en avant, déclenchant un tourbillon de coups de couteau et de coups de machette. Pendant une éternité, son corps subit la colère implacable de la foule. L'événement qui s'ensuivit devint un élément macabre des légendes révolutionnaires, mélange troublant de réalité sinistre, de propagande et de folklore fantomatique. Cependant, un point est universellement admis, attesté par de nombreux témoins oculaires. À sa mort, sa tête fut arrachée de son corps. Dans un moment de terreur irréel et choquant, on raconte qu'un homme apporta plus tard la tête de la princesse chez un barbier des environs. Il obligea le barbier, terrifié, à laver, peigner et poudrer les longs cheveux blonds de la princesse, les arrangeant soigneusement, comme pour un bal officiel. Ce rituel final et étrange était une mise en scène délibérée. Son but était de rendre la victime immédiatement reconnaissable dans le spectacle macabre qui allait suivre. La tête fut ensuite transpercée d'une longue perche. Son cœur aurait été retiré et placé sur un autre. Certains récits affirment que son corps a été traîné dans les rues après le cortège. Cela est devenu un défilé sinistre se déplaçant à travers Paris, un spectacle effroyable composé d'hommes et de femmes, beaucoup tambourinant, tous criant son nom, la Lamballe, la Lamballe. Leur destination, la prison du Temple. L'objectif était de soumettre la reine Marie-Antoinette à un horrible supplice psychologique. Ils voulaient la forcer à assister à la décapitation de son amie chérie. En arrivant au temple, la foule se rassembla dans la cour, sous la fenêtre de la pièce où la famille royale était enfermée. Les gardes à l'intérieur tentèrent de maintenir les stores baissés, mais la foule réclama avec véhémence l'apparition de la reine.
Ils l'exhortèrent à embrasser les lèvres de son amant, ultime et ignoble réitération d'années de propagande diffamatoire. À l'intérieur, la famille royale était en plein dîner. Devant un terrible vacarme, le roi s'en quitte auprès de ses gardes de la cause du scandale. L'un d'eux tenta d'atténuer l'impact en déclarant qu'il s'agissait de la tête de la princesse de Lamballe afin de ne pas provoquer la reine. Cependant, un fonctionnaire plus sévère se montra plus direct. Comme le raconta la fille de la reine, il informa Marie-Antoinette. On souhaite exposer la tête de Lamballe. Je vous suggère de venir si vous ne souhaitez pas que le peuple monte ici. Pourtant, il était déjà trop tard. La reine avait déjà compris la situation. Apprenant la mort de son ami et voyant l'horrible spectacle sous sa fenêtre, Marie-Antoinette poussa un cri déchirant et tomba à terre. Qu'elle perde connaissance instantanément ou qu'elle ait enduré quelques instants d'angoisse supplémentaires, importe peu. L'impact émotionnel fut total. La foule n'avait pas réussi à la faire venir, mais son message avait été délivré avec une brutalité et une sévérité accablantes. Son lien d'amitié et de loyauté fut brutalement rompu et présenté comme un symbole du triomphe de la haine. L'exécution de la princesse de Lamballe, même au cœur des massacres de septembre, fut un acte d'une cruauté extrême et cauchemardesque. Les récits factuels à eux seuls sont suffisamment glaçants pour hanter les rêves. Un procès expéditif, une condamnation à mort prononcée par la foule, un passage à tabac atroce, une décapitation et l'exposition publique de sa tête sur une pique pour tourmenter son ami. Ces événements sont bien documentés. Ils constituent un sommet terrifiant de violence révolutionnaire, un moment où tout semblant de civilisation fut perdu. Pourtant, dans les jours, les mois et les années qui suivirent, le récit de sa mort se transforma et s'amplifia. L'horreur documentée semblait insuffisante. La propagande, les rumeurs et une fascination malsaine pour le grotesque façonnèrent un nouveau récit, transformant la vérité en un mythe d'une dépravation quasi surnaturelle. On avait l'impression qu'elle avait été tuée 2 fois. D'abord son apparence physique, puis ses souvenirs. Un recueil persistant et grotesque de récits tourne autour des graves mutilations et dégradations de son corps. Les propagandistes royalistes et les observateurs étrangers, désireux de dépeindre les révolutionnaires comme des démons monstrueux, répandirent des récits d'une brutalité inimaginable. Le comte Axel von Fürsten, proche confident de la reine, rédigea un rapport furieux affirmant que Lamballe avait été martyrisé pendant 8 heures, ses assassins lui arrachant les seins à coups de dents. Son indignation était réelle, pourtant, il n'était pas à Paris. Il relayait des informations de seconde main qui avaient déjà commencé à se transformer en un tourbillon de distorsion. D'autres récits, devenus des composantes essentielles de la littérature contre-révolutionnaire, affirmaient que son corps avait été éviscéré, son cœur arraché, rôti et consumé par la foule. Des récits légendaires et macabres prétendent que des parties de ses poils pubiens auraient servi à créer une moustache pour l'un des tueurs, qu'il aurait ensuite exhibé lors d'un cortège macabre. Ces récits contenaient souvent des affirmations crues de nécrophilie et de mutilation de ses seins et de ses parties génitales par la foule assoiffée de sang. Au milieu de cet abîme d'horreur, où s'arrête la réalité et où commence le mythe, la plupart des historiens contemporains considèrent ces affirmations extrêmes avec un profond doute. Si la violence perpétrée par la foule était indéniablement brutale, les récits de cannibalisme, de supplices prolongés et d'exhibition de parties du corps sont aujourd'hui largement rejetés comme probablement faux. Ils présentent les caractéristiques d'une propagande d'atrocité, soigneusement construite pour choquer et effrayer, plutôt que pour décrire fidèlement les événements. Un élément de preuve important, contredisant ces allégations de défiguration totale et d'exposition publique, provient d'une source étonnamment banale, la documentation bureaucratique. Le 3 septembre 1792, après le cortège macabre, plusieurs hommes déposèrent en la dépouille de la princesse dans leurs bureaux administratifs locaux. Un bureaucrate, avec l'efficacité impersonnelle typique de son genre, nota la livraison, le corps décapité de la défunte princesse de Lamballe récemment exécutée à l'hôtel de la Force. Il fit également l'inventaire du contenu de ses poches. Ce détail médical mineur suggère que son corps était habillé lors de sa découverte, ce qui contredit de nombreuses histoires macabres selon lesquelles elle aurait été laissée nue et exposée au public pendant des heures. Les faits indéniables sont suffisamment troublants. Sa tête fut empalée sur une pique. Son corps subit une violence brutale et meurtrière. Le reste, les rumeurs de cannibalisme, de mutilation sexuelle, les souvenirs macabres, relèvent probablement d'un récit exagéré, d'une pornographie violente de la mort qui éclipse la véritable femme au cœur du tumulte. D'où viennent ces mythes et pourquoi étaient-ils si fortement entretenus? Pour les royalistes et les adversaires de la Révolution, le récit du martyre de Lamballe constituait une arme puissante. Il suggérait que la Révolution n'était pas une noble quête de liberté, mais plutôt une descente vers une barbarie démoniaque. Plus la représentation était macabre, plus la propagande était efficace.
Pour les révolutionnaires eux-mêmes, leur réputation de brutalité impitoyable pouvait également être exploitée. Elle instillait la peur, intimidait leurs ennemis et prouvait leur détermination inébranlable à renverser l'ordre établi. Tragiquement, même dans la mort, la princesse de Lamballe subit les mêmes calomnies que de son vivant. La propagande, qui la présentait autrefois comme une lesbienne dépravée, la présentait désormais comme la victime d'une foule satanique et cannibale. Dans les deux cas, la véritable femme, réservée, loyale, pieuse, et malheureusement prise au piège des événements tumultueux de l'histoire, fut oubliée. La vérité sur son meurtre plonge dans un abîme, révélant l'influence terrifiante de la mentalité populaire, l'impact déshumanisant de l'animosité politique et la capacité d'une personne à devenir un symbole de diffamation et d'anéantissement. Bien que les légendes offrent une horreur saisissante, elles détournent l'attention de la vérité plus troublante de ce qui s'est réellement passé ce jour fatidique. En fin de compte, l'histoire de la princesse de Lamballe n'est pas seulement une tragédie de violence, mais aussi une tragédie de loyauté. Elle n'était ni une figure politique majeure, ni une architecte de politique, ni une conspiratrice complotant contre l'État. Son trait distinctif, la qualité qu'il a tirée de la sécurité de l'Angleterre vers le chaos ardent de Paris, était un dévouement profond et profondément personnel envers un ami. Consciente des risques, elle a choisi de soutenir la reine alors que presque tous les autres avaient abandonné leur poste. Elle a juré de vivre et de mourir avec elle, et la Révolution lui a exaucé ce vœu de la manière la plus horrible qui soit. Sa mort a incarné les instincts les plus sombres de la Révolution française. Elle souligne comment la rage politique, alimentée par des années de calomnie et de propagande malveillante, peut se transformer en folie collective. La foule qui l'a démembrée n'a pas vu une femme mais le symbole de tout ce qu'elle abhorrait, l'aristocratie, les privilèges et la confidente méprisée de la reine. Son objectif n'était pas seulement de la tuer, mais d'effacer son identité, de profaner son corps si complètement qu'il devienne un spectacle macabre de leur pouvoir. La procession de sa tête dans les rues de Paris était l'incarnation même de cette déshumanisation. Elle servit d'avertissement sanglant à Marie-Antoinette et à tous les royalistes restants. Il n'y a pas de refuge, vos titres ne peuvent vous protéger, votre humanité ne sera pas reconnue. Tout ce que vous considérez comme sacré sera profané et exposé pour le divertissement de la foule. Pourtant, au milieu de cette barbarie, ces derniers instants incarnent un sens saisissant, quoique tragique, de l'intégrité. Choisissant la loyauté plutôt que la vie, elle prit position. Prêter serment d'inimitié au roi et à la reine ne relevait pas de la rébellion politique. C'était plutôt une prise de position profondément personnelle. Ce fut son ultime acte de défiance, démontrant qu'il existait en elle, dans son cœur, dans sa conscience, quelque chose d'intouchable face à la Révolution, même si elle menaçait de lui coûter la vie. En conciliant les détails macabres de son assassinat avec les légendes macabres qui l'entouraient, nous rétablissons l'équité historique. Cet acte nous permet de voir au-delà de la propagande et de percevoir la véritable personne. Marie-Thérèse Louise de Savoie, princesse de Lamballe, n'était pas seulement une martyre renommée. C'était une femme connue pour sa bonté, son dévouement et une bravoure silencieuse qui se manifestait non pas sur les champs de bataille, mais dans les cours de prison, grâce à son allégeance indéfectible à un ami. En période de troubles politiques intenses, même les vertus les plus chères peuvent se transformer en trahison et le coût de la loyauté peut être d'une horreur inimaginable. Si le récit de l'un des épisodes les plus effroyables de l'histoire vous a intrigué et que vous souhaitez explorer plus en profondeur les atrocités cachées dans les annales du temps, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Chronique de l'horreur de l'histoire. Partagez avec nous dans les commentaires quel aspect du récit de la princesse de Lamballe vous semble le plus tragique ou choquant. Merci de votre attention. Au cœur du bain de sang de la Révolution française, la guillotine s'est imposée comme l'incarnation de la terreur. La lame brillante, descendant d'une hauteur vertigineuse, offrait un spectacle effroyable de mort imposée par l'État. Pourtant, le châtiment le plus incompréhensible n'a pas été infligé par cet instrument. Il n'a pas été rapide, il n'a pas été efficace. Entre les mains d'une horde sanguinaire et hurlante, armée de gourdins acérés et de couteaux tranchants comme des rasoirs, se déchaîna la mort. Ce fut une démonstration prolongée et brutale d'une brutalité crue, laissant même les révolutionnaires les plus acharnés sous le choc. Ce n'est pas seulement le récit d'une exécution, c'est le récit d'une profanation. C'est l'histoire de la princesse de Lamballe, l'amie la plus dévouée de Marie-Antoinette. Son procès fut une farce, mais son châtiment une humiliation publique prolongée. Ils ne se contentèrent pas de lui ôter la vie. Ils cherchèrent à effacer toute trace de son humanité, la transformant en une caricature grotesque, exposée pour l'éternité dans les rues crasseuses de Paris.
S'ensuit une plongée dans la folie, un récit de terreur qui repousse les limites de la crédulité. Née le 8 septembre 1749 au Grand Palais Caragnano de Turin, en Italie, Marie-Thérèse Louise de Savoie vécut dans un monde d'opulence et de stricte étiquette en tant que princesse de la maison de Savoie-Caragnano. Les portraits de sa jeunesse révèlent une jeune fille timide, pieuse et douce, dont les qualités deviendront ses traits distinctifs tout au long de sa vie. À son insu, ces mêmes qualités feraient d'elle une cible de choix pour les horreurs qui allaient se dérouler. Malheureusement, le cours de son existence ne fut jamais sous son contrôle, ce fut plutôt un jeu orchestré par des pères et des monarques pour des femmes de haute naissance comme elle à son époque. À 17 ans, elle était une pièce d'un jeu d'échecs stratégique. Elle fut choisie comme épouse de Louis-Alexandre de Bourbon, prince de Lamballe, qui représentait une alliance influente de pouvoir et de richesse à travers l'Europe. Cette union fut un coup de maître. Le prince était le fils du riche et estimé duc de Penthévras, petit-fils de Louis XIV lui-même. Ce mariage allait lier la maison de Savoie-Sissour-Gilaë aux Bourbons de France, un exploit diplomatique très convoité. Pour Marie-Thérèse, cela signifiait quitter son foyer, sa famille et tout ce qu'elle avait connu pour entrer dans l'étape la plus prestigieuse et la plus périlleuse. La cour de France à Versailles. En janvier 1767, elle fut mariée par procuration, ce qui signifie qu'une jeune femme était unie par les liens du mariage à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, un fantôme qui contrôlait son avenir. À son arrivée en France, elle devint princesse de Lamballe, titre qu'elle porta jusqu'à sa mort. La première rencontre entre la princesse et son prince parut momentanément enchanteresse, digne d'un conte de fées, pourtant paré d'une beauté juvénile et d'une opulence inimaginable. Cependant, cette idylle se transforma rapidement en un horrible cauchemar. Son époux, jeune marié, tristement célèbre pour sa licence, nourrissait un appétit insatiable pour la débauche qui résonnait dans tous les recoins de la cour. En quelques mois seulement, il abandonna son épouse adolescente, retournant à son mode de vie dépravé, la laissant dans un état de désespoir public déchirant. Pourtant, de son agonie naquit un lien inattendu et puissant. Son beau-père, le duc de Penthévras, était un homme d'une foi profonde et d'une réputation charitable. Choqué par la cruauté de son fils, il étendit sa protection à sa belle-fille, lui prodiguant la gentillesse et l'affection qui lui manquaient chez son mari. C'est grâce à sa collaboration avec le duc, en contribuant à ses vastes efforts philanthropiques, qu'elle a obtenu un surnom qui l'a suivi pendant des années. L'ange de Penthévras, symbole de sa tendresse et de sa compassion envers les plus démunis, fut bientôt éclipsé par des cris de détresse. Le triste premier chapitre de sa vie française s'acheva brutalement en 1768. À peine un an après leur mariage, le prince de Lamballe succomba à une maladie vénérienne, son corps se décomposant à cause d'excès de gourmandise. À seulement 19 ans, Marie-Thérèse devint veuve. Pourtant, la disparition de son mari entraîna une conséquence stupéfiante. Elle hérita de son immense fortune, faisant d'elle, indépendamment, l'une des femmes les plus riches de France. Elle aurait pu se retirer, menant une existence paisible et protégée, loin de la cour perfide. Mais le destin en décida autrement. Elle choisit de continuer à vivre auprès de son beau-père dévoué, menant une vie paisible et respectée. C'est dans ce moment de tranquillité précédant les troubles qu'elle rencontra la jeune femme qui allait transformer son existence, l'entraîner dans une tempête et finalement la condamner. En 1770, une étoile commençait son ascension dans la constellation de Versailles. La cour était captivée par l'avènement de la nouvelle dauphine, une archiduchesse autrichienne de 14 ans nommée Maria Antonia, qui deviendrait plus tard Marie-Antoinette. À son arrivée, la princesse de Lamballe, alors une jeune femme de 21 ans, posée et élégante, fut officiellement présentée. Un lien se forma rapidement entre ces deux femmes enfermées dans des prisons dorées. Immédiatement captivée par la vivacité d'esprit de Marie-Antoinette, la princesse se distingua des autres dames de la cour par leurs regards attentifs et leurs remarques acerbes. Elle était réservée, bienveillante et d'une dignité tranquille, contrastant avec les cercles bavards et ambitieux qui entourèrent le trône. Pour la jeune dauphine, elle était un modèle en ces temps troublés. À la mort de Louis XV en 1774, Marie-Antoinette monta sur le trône de France. L'une de ses premières actions fut de restaurer le poste prestigieux et puissant de surintendante de Lamballe, une mesure visant à promouvoir sa plus chère amie. Cependant, son caractère conservateur en faisait un candidat inhabituel pour une reine de plus en plus attirée par un groupe plus vivant, extravagant et audacieux. Une nouvelle favorite émergea bientôt, la captivante et ambitieuse Yolande de Polignac, ce qui fit basculer l'affection de la reine. Lamballe se retrouva reléguée à l'écart, observant de loin. Pourtant, elle conserva sa position officielle et l'estime profonde de la reine. Elle continua d'exercer ses fonctions avec une élégance soignée, attendant patiemment. Ce qui caractérisait véritablement Lamballe n'était ni son rang ni son accès au pouvoir, mais sa loyauté. Un caractère inflexible, redoutable et inébranlable la caractérisait.
Malgré sa perte de faveur, son dévouement demeura constant. Dans une cour caractérisée par des alliances fluctuantes et un égoïsme acharné, l'amitié de Lamballe demeura un phare stable et fiable dans un univers chaotique. Cette loyauté indéfectible, ce lien profond et intime avec la reine, finirent par lui coûter cher. Alors que le climat politique français s'assombrissait, la population, aux prises avec la pénurie de pain et enflammée par des conceptions radicales de la liberté, commença à considérer la monarchie, et en particulier la reine d'origine étrangère, comme la cause de ses difficultés. Un nouvel outil fut utilisé contre elle. Des pamphlets ignobles et bon marché, appelés libelles, ils envahirent les rues parisiennes, mélange mortel de vitriol politique et de délire pornographique destinés à détruire impitoyablement l'image de la monarchie. Marie-Antoinette était leur principale cible. Ils la présentèrent comme une gaspilleuse, une traîtresse et une perverse. En substance, ses plus chères compagnes étaient embourbées à ses côtés. La princesse de Lamballe, vénérée comme l'ange de Pentèbre en raison de sa piété et de sa réserve, était dépeinte avec malveillance comme un monstre. Des tracts diffusaient des images grotesques d'elle et de la reine, engagées dans des relations lesbiennes et des orgies excessives au palais. Il ne s'agissait pas de simples rumeurs, c'étaient des outils politiques stratégiquement conçus pour saper la moralité de la reine et dépeindre son entourage comme un repère de serpents corrompus et pervers. Pour une personne comme Lamballe, connue pour sa dévotion religieuse, frisant le puritanisme, de telles allégations constituaient une forme particulièrement vicieuse et sinistre de diffamation. La malveillance s'installa. Dans l'esprit du public, elle n'était plus un ange, mais la méchante complice de la reine. Alors que les années 1780 touchaient à leur fin, la tempête révolutionnaire s'intensifia. Le scandale du collier de diamants de chez 785 ternit la réputation de la reine, car elle fut faussement impliquée. L'animosité envers l'Autrichian, une Autrichienne, atteignit un niveau intense. Cette animosité s'étendit inévitablement à la plus proche confidente de la reine, considérée comme son alliée la plus fidèle. L'amitié qui avait autrefois embelli la vie de la reine semblait désormais vouée à sa perte. Chaque geste de bonne volonté, chaque confiance partagée, chaque acte de loyauté constituait un facteur supplémentaire de son destin imminent. À la chute de la Bastille, le 14 juillet 1789, la colère abstraite du peuple se transforma en une révolution tangible et implacable. Le sol de Versailles se fracassa et le monde des rituels extravagants et de l'étiquette stricte fut à jamais brisé. Face à cette nouvelle réalité décourageante, nombreux sont ceux qui, dans l'entourage de la reine, optèrent pour l'instinct de survie, contrairement à Lamballe. Au cœur du péril, Lamballe servit de protection humaine à un monarque assiégé. Son dévouement fut par la suite mis à rude épreuve. En 1791, elle se rendit en Angleterre cherchant un répit pour sa santé fragile. Durant son absence, Paris sombra dans le chaos. La famille royale tenta sa fuite malheureuse à Varennes, tentative qui aboutit à leur capture et à leur retour, déshonorés dans une ville désormais emplie de haine à leur égard. Ils n'étaient plus de simples résidents des Tuileries, ils étaient captifs. Depuis la sécurité de l'Angleterre, Lamballe fut conseillé par tous. Revenir en France était une folie, un suicide. Cependant, alors que les lettres de supplication de Marie-Antoinette commençaient à arriver, exprimant terreur et isolement, Lamballe sentit que c'était son devoir sacré. Forte de cette conviction, elle prit une décision qui préfigurait son destin. Elle rédigea son testament, signe clair qu'elle était consciente du danger mortel qui l'attendait et qu'elle était prête à rentrer à Paris. Elle a juré de vivre et de mourir avec elle, aurait-elle déclaré, un vœu qui s'est tragiquement réalisé. Elle est revenue dans une métropole débordante de méfiance et de fureur. Le palais des Tuileries ressemblait à une prison dorée sous le regard vigilant de gardes hostiles et d'une population agitée. Lamballe reprit ses fonctions, son calme, offrant un réconfort inébranlable à la reine dans un monde sombré dans la folie. Elle se tint aux côtés de Marie-Antoinette lors de la terrible invasion des Tuileries le 20 juin 1792, lorsqu'une foule en colère força les murs du palais, encerclant la famille royale pendant des heures, lançant insultes et menaces. Des observateurs ont raconté comment la princesse, faible et tremblante, fit preuve d'un courage extraordinaire, se positionnant entre la foule et la reine et ses enfants, tel un bouclier fragile mais résolu contre un torrent de malveillance. Pourtant, le 10 août 1792, ce n'était pas seulement une protestation, c'était un soulèvement. Des révolutionnaires armés attaquèrent violemment et impitoyablement le palais des Tuileries lors d'un siège sanglant. Les gardes suisses, protégeant la famille royale, furent brutalement massacrés dans la cour du palais. Leurs corps furent horriblement mutilés. La monarchie fut destituée. Le roi, la reine, leurs enfants et leurs fidèles serviteurs, dont la princesse de Lamballe, s'enfuirent par peur et cherchèrent de refuge auprès de l'Assemblée législative. Cependant, leur refuge se révéla illusoire.
Peu après, la famille royale fut déclarée prisonnière d'État et enfermée dans l'imposante forteresse médiévale du Temple. Lamballe fut autorisé à rester à leur côté pendant une courte période, subissant le même emprisonnement cruel. Mais le 19 août, le comité révolutionnaire publia un nouveau décret. Le roi, la reine et leurs compagnons reçurent l'ordre d'être séparés de leurs amis et de leurs serviteurs. Un fonctionnaire arriva pour les disperser. La princesse de Lamballe ainsi que la gouvernante des enfants et plusieurs autres dames furent arrachées de force à la famille à laquelle elles avaient juré fidélité. Ils furent transportés dans une calèche et conduits à la prison de la Force, tristement célèbre pour sa misère et sa brutalité. Connue plus tard comme un symbole de la terreur révolutionnaire, elle abritait prisonniers politiques, criminels de droit commun et prêtres récalcitrants défiant le nouveau régime. En franchissant les portes de la prison, la princesse de Lamballe se retrouva involontairement au cœur de la phase la plus psychotique de la Révolution. Paris était en proie à une paranoïa effrénée. Les armées d'Autriche et de Prusse approchèrent de la ville, et leur commandant, le duc de Brunswick, avait publié un manifeste menaçant Paris d'anéantissement total si la famille royale était mise en danger. Contre tout attendre, cette menace alimenta une rumeur terrifiante qui se répandit rapidement comme une traînée de poudre. La multitude de prisonniers entassés dans les geôles de la ville, composés de royalistes, de prêtres et de contre-révolutionnaires, constituait une force secrète et perfide. Une force militaire clandestine attendait son heure pour frapper, avec l'intention d'assassiner les familles des patriotes et de livrer Paris aux forces d'invasion. La peur était palpable, la suspicion absolue, et les soi-disant défenseurs de la Révolution, les sans-calots radicaux, optèrent pour une justice de justiciers. Ils rendirent justice au sein même des prisons. Le 2 septembre, l'alarme, la cloche de la crise, retentit dans tout Paris. Ce n'était pas un appel à l'aide, mais un appel au massacre. Ce fut le signal de départ de 5 jours de violences débridées, plus tard tristement connus sous le nom de massacre de septembre. Des foules, ivres de vin et assoiffées de sang, prirent d'assaut les prisons parisiennes. Au couvent des Carmes, des prêtres furent chassés massacrés sur l'autel. À la prison de l'Abbaye, des détenus furent arrachés de leurs cellules et exécutés dans la cour par des tueurs à gages. Il ne s'agissait pas de violences aléatoires, mais d'une macabre farce judiciaire. Des tribunaux improvisés furent instaurés dans les prisons, généralement composés de quelques agitateurs locaux assis autour d'une table tachée de sang. Les prisonniers y étaient présentés l'un après l'autre, recevant des jugements rapides en quelques minutes à peine, source d'angoisse. À l'intérieur de la prison de la Force, la princesse de Lamballe et ses associés entendirent la musique de l'enfer, les cris résonnant dans les rues, les rugissements de la foule, les cris glaçants de « Vive la nation » qui signifièrent parfois qu'un prisonnier avait été épargné. Pendant une journée entière, ils restèrent dans leurs cellules humides, suspendus dans un état de terreur absolue, chaque bruit annonçant leur propre fin. Puis, le matin du 3 septembre, les pas lourds cessèrent devant leurs portes. Les gardes étaient arrivés. Ils furent escortés dans une salle chaotique où siégeait le tribunal. L'air était lourd et nauséabond. Un mélange nauséabond de sueur, de vin bon marché et de sang frais. Madame de Tourzal, la gouvernante, fut interrogée en premier. Dans un geste extrême, la jeune fille tomba aux pieds des juges, implorant la grâce de sa mère. D'une compassion inattendue, le tribunal fit preuve de clémence. Madame de Tourzal fut innocentée et sortit rapidement par une porte latérale pour se mettre en sécurité. L'heure était venue pour la princesse.